Le 10 octobre 2020, la rivière Sahel se ferme et le Burkina Faso dévie. À 06 h 12, des techniciens burkinabés appuyés par l'armée prennent les stations et coupent des serveurs climatiques. Et l'équilibre stable devient choc dès les premiers jours. Environ 30% d'eau en moins, autour de 20% de carburant en plus, puis des pertes étrangères annoncées. Pour celles et ceux qui comptent chaque jerrycan, que change réellement le geste d'Ibrahim Traoré quand la souveraineté promise arrive avec une incertitude immédiate et des sanctions évoquées. Et les rues le scandent encore. Ce récit fait une promesse claire et mesurable. Comprendre ce qui est réellement en jeu quand l'eau cesse d'être un service technique pour devenir une décision politique assumée. Le bénéfice pour le lecteur est simple: relier un geste spectaculaire à ses conséquences concrètes, sans slogan ni raccourci. L'enjeu dépasse une fermeture ponctuelle. Il touche la souveraineté, l'économie quotidienne, la cohésion sociale et la crédibilité internationale d'un État déjà sous pression. En suivant la décision d'Ibrahim Traoré pas à pas, l'analyse distinguera les risques immédiats des transformations plus profondes, souvent invisibles au premier regard. Ce cadre est nécessaire pour éviter deux pièges symétriques: voir dans l'acte une pure imprudence ou au contraire une rupture héroïque sans coût. La question centrale est posée dès maintenant. Un pays peut-il reprendre le contrôle d'une ressource vitale sans fragiliser durablement son tissu productif et social? Chaque partie éclairera une couche différente de cette équation, des chiffres bruts aux effets humains, afin de juger la trajectoire plutôt que l'émotion du moment. La mini-révélation tient en un chiffre et un renversement de lecture. En moins de 24 heures après le 10 octobre 2025, l'approvisionnement en eau recule d'environ 30%, non parce que la ressource disparaît, mais parce que le contrôle du système se révèle brutalement absent. Ce chiffre ouvre une évidence plus dérangeante. La stabilité d'hier reposait sur une dépendance technique et numérique largement extérieure au pays. Avant la fermeture décidée par Ibrahim Traoré, l'eau circulait sans heurts apparent. Les infrastructures, conçues depuis la fin des années 1940, fonctionnaient selon des contrats peu lisibles pour l'État burkinabé. Les stations de pompage, les systèmes de supervision et une partie des données climatiques restaient sous contrôle étranger. L'accès semblait garanti, mais la capacité de décider comment, quand et pour qui l'eau circulait échappait largement aux autorités nationales. Cette dépendance, longtemps normalisée, était invisible tant que les flux tendus restaient points. Après la coupure, le décor change. La rupture ne touche pas seulement un flux hydraulique, mais toute une chaîne de décisions automatisées. En interrompant les serveurs et les stations, l'État met à nu un vide de maîtrise locale. Les administrations découvrent l'étendue des angles morts techniques. Les opérateurs privés cherchent des informations qu'ils ne possèdent pas. Les marchés, eux, interprètent la décision comme un signal de risque accru, indépendamment des intentions politiques affichées. C'est ici que le contexte devient essentiel. Le geste d'Ibrahim Traoré n'est pas isolé dans le temps. Il s'inscrit dans un héritage où la gestion de l'eau a été pensée pour la stabilité, non pour l'autonomie. La fermeture agit donc comme un révélateur. Elle expose ce qui fonctionnait par inertie plutôt que par choix souverain. La crise ne crée pas la dépendance, elle la rend visible. Ce renversement explique pourquoi le débat se déplace si vite. Il ne s'agit plus seulement de mesurer une baisse de 30%, mais de comprendre ce qu'elle révèle d'un système entier. La question suspendue depuis le début prend forme. Que vaut une stabilité qui disparaît dès que l'on tente de reprendre la main?
Pour saisir l'impact réel de la fermeture, il faut quitter les déclarations officielles et suivre ceux qui servent de relais entre la décision et la vie quotidienne. À Ouagadougou, dès les premiers jours, des responsables informels de quartier deviennent des points d'appui. Ils n'ont ni mandat politique ni moyens importants, mais ils organisent des créneaux, recensent les réserves disponibles et arbitrent les usages pour éviter les conflits ouverts. Leur rôle émerge par nécessité, non par idéologie. Dans ces files d'attente improvisées, la décision d'Ibrahim Traoré cesse d'être abstraite. Elle est discutée, critiquée, parfois défendue, toujours ramenée à une question concrète. Comment tenir jusqu'au lendemain? L'impact précoce est moins spectaculaire que les annonces internationales, mais plus structurant. Il modifie les routines, les priorités et les rapports de confiance au sein des communautés urbaines. Plus au nord, près de Kongoussi, un autre personnage relais apparaît, l'ingénieur local. Face à la baisse de l'approvisionnement, certains agriculteurs s'appuient sur ces compétences pour réhabiliter d'anciens canaux abandonnés depuis des décennies. Ces interventions sont partielles et fragiles, mais elles permettent de maintenir une part minimale de l'irrigation. Là encore, l'État n'est pas absent, mais il n'est plus le seul acteur visible. Ces microcas révèlent un effet immédiat souvent négligé. La fermeture agit comme un test de capacités internes. Elle montre ce qui manque cruellement, mais aussi ce qui existe déjà, sans reconnaissance formelle. L'impact précoce n'est donc pas seulement une pénurie mesurable, c'est une redistribution des rôles. Ce qu'il faut retenir, c'est que la décision déplace l'action avant de stabiliser le système. Avant le 10 octobre 2025, la gestion de la rivière Sahel suivait une routine presque invisible. Les systèmes automatisés régulaient les flux, les contrats hérités assuraient une continuité technique et l'État burkinabé intervenait peu dans l'opérationnel. Après l'ordre donné par Ibrahim Traoré, cette continuité se rompt, nette, et une séquence en 3 temps s'enclenche où chaque étape amplifie la suivante. La phase d'activation est brutale. À l'aube, des équipes locales, appuyées par l'armée, prennent le contrôle des stations et interrompent les serveurs climatiques. Techniquement, l'opération est rapide. Politiquement, le signal est sans ambiguïté. Le Burkina Faso reprend la main sur une ressource vitale sans négociation préalable. L'effet de surprise est total. À l'intérieur du pays, les administrations improvisent, faute de protocole de remplacement immédiatement disponible. À l'extérieur, les partenaires découvrent que la décision est irréversible à court terme. En quelques heures, un choix administratif devient un acte de souveraineté visible. Vient ensuite le pic de tension. À mesure que les conséquences se matérialisent, la fermeture cesse d'être un symbole pour devenir une crise concrète. L'approvisionnement en eau baisse sensiblement, l'agriculture ralentit et les services urbains fonctionnent par intermittence. La hausse du carburant, estimée autour de 20%, renchérit les transports et alimente une inflation diffuse. Les entreprises liées à la rivière recalculent leurs pertes, certaines annonçant rapidement des contractions sévères de leurs bénéfices. Dans les capitales occidentales, le vocabulaire se durcit. Des institutions financières évoquent des mesures de rétorsion, et le geste d'Ibrahim Traoré est désormais interprété comme un facteur d'instabilité régionale. Cette phase atteint un point de saturation. Le pays se retrouve pris entre deux lectures opposées. À l'extérieur, la fermeture est lue comme un risque excessif pour un État déjà fragile. À l'intérieur, elle est de plus en plus défendue comme une rupture nécessaire avec un système hérité du passé. Cette divergence nourrit un climat d'incertitude où chaque annonce internationale est scrutée et parfois amplifiée par les médias locaux. Puis viennent les rémanences, plus diffuses mais décisives. Dans les jours suivants, la société s'adapte.
Des réseaux informels de distribution émergent, des solutions temporaires se multiplient, et les ménages intègrent progressivement la nouvelle contrainte. L'État ajuste son discours, insistant sur la dimension stratégique de la décision initiale. Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme l'auteur d'un choc, mais comme le centre d'un processus en cours dont l'issue reste ouverte. Cette chaîne d'événements montre que la fermeture de la rivière Sahel n'est ni un épisode isolé, ni une crise figée. Elle agit comme une onde longue. Chaque réaction, économique, sociale ou diplomatique, devient un maillon supplémentaire d'un enchaînement plus vaste. Le coût immédiat est visible, mais la trajectoire future dépend désormais de la capacité à transformer cette séquence subie en dynamique gouvernable. Avant la fermeture, la situation pouvait être résumée par une impression de continuité. L'eau arrivait de manière relativement régulière, les prix de l'énergie évoluaient dans des marges connues et les acteurs économiques intégraient ces paramètres comme des constantes. Après la décision prise par Ibrahim Traoré, cette ligne de base se transforme en écart chiffré qui rend la rupture impossible à ignorer. Le premier indicateur concerne directement l'eau. Dans plusieurs zones urbaines et rurales, l'approvisionnement recule d'environ 30%. Pris isolément, ce pourcentage peut sembler abstrait. Concrètement, il signifie des cycles d'irrigation raccourcis, des coupures plus fréquentes en ville et une pression accrue sur les points de distribution alternatifs. Ce chiffre ne mesure pas une disparition de la ressource, mais l'incapacité du système existant à compenser la rupture des flux centralisés. Il révèle une dépendance structurelle. Sans pilotage externe, aucune solution de remplacement à grande échelle n'est immédiatement disponible. Le deuxième indicateur porte sur l'énergie et il illustre l'effet en chaîne. Dans les 2 semaines suivant la fermeture, le prix du carburant augmente d'environ 20%. Cette hausse n'est pas causée directement par l'eau, mais par la désorganisation logistique et l'incertitude politique qui en découle. Le transport devient plus coûteux, les importations se renchérissent et ces surcoûts se diffusent rapidement dans l'économie quotidienne. Pour les ménages, cela se traduit par une augmentation des dépenses contraintes. Pour les entreprises, par une érosion des marges et des reports d'investissement. Le chiffre sert ici de pont entre une décision hydraulique et une pression inflationniste plus large. Le troisième indicateur concerne les acteurs étrangers opérant autour de la rivière Sahel. Dans les 2 mois suivant la décision, plusieurs entreprises enregistrent des pertes estimées entre 25% et 40% de leurs bénéfices. Cette fourchette traduit la rapidité du choc. Elle indique aussi à quel point leur modèle reposait sur un accès garanti, peu contesté et peu négocié à la ressource. La fermeture redistribue brutalement les coûts. Ce qui était auparavant externalisé vers le système global se retrouve internalisé, au moins en partie, par ces acteurs économiques. Pris ensemble, ces 3 chiffres dessinent un avant et un après sans ambiguïté. Avant, la performance apparente du système masquait son obsolescence et sa faible résilience. Après, la crise rend visible des fragilités longtemps ignorées. Les données ne racontent pas seulement une dégradation. Elles montrent la fin d'un équilibre artificiel maintenu par des chaînes techniques et financières extérieures au pays. C'est ici que la quantification prend une dimension politique. Ces indicateurs servent à alerter sur les risques immédiats, mais aussi à justifier des choix de transformation plus profonds. Ils deviennent des arguments dans un débat qui dépasse la technique. Les chiffres ne tranchent pas à eux seuls. Ils fixent le cadre d'une discussion où chaque point de pourcentage pèse dans l'évaluation du pari engagé par Ibrahim Traoré. La question n'est donc pas de savoir si ces données sont inquiétantes. Elle est de déterminer ce qu'elles mesurent réellement, un échec durable ou le coût mesurable d'une transition encore inachevée. À ce stade, les preuves quantitatives n'offrent pas de verdict final.
Elles bornent un espace de décision où le temps devient un facteur aussi déterminant que les pourcentages affichés. Deux lectures cohérentes s'affrontent depuis la fermeture de la rivière Sahel, chacune s'appuyant sur les mêmes faits, mais en tirant des conclusions radicalement différentes. La première, défendue par des économistes internationaux et certaines institutions financières, met en avant le risque systémique. Selon cette thèse, interrompre brutalement un flux vital désorganise l'économie réelle. La baisse de l'approvisionnement en eau freine l'agriculture, perturbe les services urbains et accentue l'inflation déjà perceptible. La hausse du carburant et les subies par les entreprises étrangères sont lues comme des signaux d'alerte précoce. Dans cette perspective, la décision d'Ibrahim Traoré accroît les vulnérabilités d'un État déjà exposé à des tensions régionales, et elle menace la stabilité à court terme sans garantie de gain durable. La seconde lecture, portée par de nombreux analystes africains et des acteurs locaux, inverse le raisonnement. Elle part du principe que la stabilité précédente était trompeuse. L'accès régulier à l'eau reposait sur des infrastructures obsolètes, contrôlées par des intérêts extérieurs et faiblement alignées sur les priorités nationales. Dans cette optique, la fermeture n'est pas une rupture irrationnelle, mais une mise à nu volontaire d'une dépendance structurelle. Le choc est assumé comme un passage obligé. Les pertes économiques immédiates sont interprétées comme le coût d'entrée d'une reprise de contrôle, susceptible de renforcer la résilience à moyen terme. La force de ces deux thèses tient à leur cohérence interne. Elles ne contestent pas les chiffres, mais leur signification. Là où les critiques voient une preuve d'imprudence, les défenseurs lisent la confirmation que le système antérieur était intenable. Le désaccord porte moins sur les faits que sur le calendrier acceptable du changement. Une réponse étayée se situe dans un entre-deux exigeant. La décision crée des risques réels documentés par les indicateurs, mais elle révèle aussi des marges de manœuvre longtemps invisibles. Le véritable enjeu n'est donc pas de choisir entre audace et prudence, mais d'évaluer la capacité de l'État à transformer un choc subi en trajectoire maîtrisée avant que les coûts sociaux ne deviennent irréversibles. C'est sur ce terrain, plus que dans l'opposition des slogans, que le pari d'Ibrahim Traoré sera jugé. Ce basculement ne vient ni d'un communiqué officiel, ni d'une annonce internationale, mais d'une transformation plus discrète dans la dynamique du pouvoir. Au fil des semaines, la fermeture de la rivière Sahel cesse d'être perçue uniquement comme un acte imposé d'en haut. Elle devient un point d'articulation autour duquel de nouveaux acteurs gagnent en importance et en légitimité, souvent sans coordination formelle. Ibrahim Traoré reste au cœur de la décision initiale, mais l'évolution du rapport de force ne se joue plus seulement au sommet de l'État. Là où les anciennes structures centralisées montrent leurs limites, des réseaux locaux prennent l'initiative. Comités de quartier, coopératives agricoles, ingénieurs indépendants et responsables communautaires comblent les vides laissés par la rupture du système précédent. Leur action n'est pas guidée par une doctrine unique, mais par une nécessité partagée. Maintenir l'accès à l'eau et préserver une stabilité minimale. Cette redistribution de l'initiative modifie la lecture de la crise. La fermeture n'apparaît plus seulement comme un risque ou un symbole, mais comme un déclencheur. Elle force l'émergence d'un acteur collectif capable d'agir là où l'État seul ne peut pas intervenir assez vite. Ibrahim Traoré n'incarne plus uniquement l'autorité décisionnelle, mais le point de départ d'un processus qui échappe en partie à son contrôle direct. La révélation est là. Le pouvoir ne se concentre plus, il se diffuse. Ce déplacement redéfinit les conséquences à venir car il conditionne la manière dont les effets économiques, sociaux et régionaux vont se matérialiser dans la durée.
Pour l'État burkinabé, la fermeture de la rivière Sahel marque une reprise de contrôle symbolique, mais elle s'accompagne d'un coût opérationnel élevé. Les administrations doivent gérer simultanément la pression sur les services publics, l'ajustement des dispositifs de sécurité et un dialogue diplomatique devenu plus tendu. Chaque jour sans retour à la normale met à l'épreuve la crédibilité de l'action publique. Ibrahim Traoré engage ainsi l'appareil d'État dans un exercice d'équilibre permanent, affirmer la souveraineté sans laisser s'installer une perception d'improvisation durable. La capacité à tenir cette ligne influence directement la confiance interne et la marge de manœuvre extérieure. Pour les entreprises, les effets sont immédiats et contrastés. Les sociétés dépendantes de l'eau voient leurs coûts augmenter et leur calendrier de production se dérégler. Les entreprises étrangères, déjà fragilisées par l'incertitude, annoncent des pertes rapides et suspendent certains investissements. À l'inverse, des acteurs locaux commencent à occuper les espaces laissés vacants, parfois de manière informelle. Cette recomposition ne crée pas une croissance nette à court terme, mais elle modifie la structure du marché. Le risque se diffuse, mais l'initiative change de camp, au moins partiellement. Les ménages subissent la crise de façon plus directe encore. La baisse de l'approvisionnement en eau et de la hausse du carburant affectent les routines les plus simples. Les dépenses contraintes augmentent, obligeant à des arbitrages constants. Dans les quartiers urbains, la solidarité devient un mécanisme central pour éviter les ruptures les plus graves. Les réseaux d'entraide amortissent le choc, mais ils ne peuvent pas compenser indéfiniment des pénuries prolongées. Ici, la décision d'Ibrahim Traoré se mesure moins en discours qu'en gestes quotidiens répétés. À l'échelle régionale enfin, le geste burkinabé agit comme un signal politique. Les pays voisins observent attentivement les effets de cette décision souveraine. Certains y voient un précédent risqué, susceptible d'alimenter des tensions autour des ressources partagées. D'autres y lisent une expérience à suivre, montrant qu'un État peut contester des arrangements hérités sans passer par une rupture armée. Cette ambivalence nourrit un débat plus large sur la gestion des ressources en Afrique de l'Ouest, où la frontière entre coopération et compétition reste fragile. Ces quatre niveaux d'impact ne s'additionnent pas mécaniquement, ils s'entrelacent. Les tensions diplomatiques influencent les investissements, qui affectent l'emploi, qui à son tour pèse sur la cohésion sociale. La fermeture de la rivière Sahel ne produit donc pas une conséquence unique, mais une série de répercussions imbriquées. C'est dans cette interaction que se joue l'enjeu réel, la capacité du Burkina Faso à transformer une décision disruptive en trajectoire soutenable, sans perdre l'adhésion de ceux qui en supportent le coût immédiat. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, trois trajectoires plausibles se dessinent, sans qu'aucune ne puisse être considérée comme acquise. Le scénario de base repose sur une stabilisation progressive mais fragile. Dans cette configuration, l'État parvient à limiter les ruptures les plus graves grâce à des ajustements techniques sur le technique ciblés et à une coordination minimale avec les acteurs locaux déjà mobilisés. L'approvisionnement en eau reste contraint, mais devient plus prévisible. L'inflation ralentit sans disparaître, et les tensions diplomatiques persistent sans se transformer en isolement total. Ce scénario exige une gestion constante de l'urgence et une discipline politique élevée pour éviter l'usure sociale. Le scénario optimiste suppose un basculement plus profond. La crise agit alors comme un accélérateur de réformes. Les initiatives locales se structurent, les compétences techniques nationales montent en puissance et des partenariats régionaux pragmatiques émergent. La gestion de l'eau devient plus décentralisée, mieux adaptée aux réalités locales et moins dépendante de chaînes techniques opaques. Dans ce cadre, la décision initiale d'Ibrahim Traoré est réinterprétée comme un point de départ plutôt que comme une rupture isolée.
Les coûts initiaux restent élevés, mais ils sont progressivement compensés par une résilience accrue et une crédibilité renforcée sur la scène régionale. Le scénario pessimiste, enfin, repose sur l'hypothèse d'une accumulation de blocages. Les infrastructures peinent à être réhabilitées, les pressions extérieures se durcissent et la capacité de l'État à amortir les chocs sociaux s'érode. Les pénuries prolongées, combinées à une hausse durable des prix, alimentent des tensions internes difficiles à contenir. Dans cette configuration, la fermeture de la rivière Sahel cesse d'être perçue comme un acte stratégique pour devenir un facteur d'instabilité chronique, minant la confiance interne et la capacité d'action publique. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose: ne pas confondre vitesse et précipitation. Si l'autonomie est l'objectif, elle nécessite des séquences claires, mesurées et réversibles. La question n'est pas de savoir quel scénario se réalisera, mais quelles décisions prises aujourd'hui orienteront le pays vers l'un ou l'autre. C'est sur cette capacité d'arbitrage, plus que sur l'intention initiale, que la suite du pari engagé par Ibrahim Traoré sera évaluée. La crise ne traverse pas la société burkinabé de manière uniforme. Les jeunes urbains, d'abord, vivent la fermeture de la rivière Sahel comme une rupture brutale du quotidien. Coupure d'eau répétée, transport plus coûteux, prix instable. L'incertitude s'installe rapidement. Pourtant, cette contrainte devient aussi un espace d'engagement. Des réseaux informels de solidarité se forment, organisant le partage des ressources et l'entraide. Pour cette génération, la crise n'est pas seulement subie, elle devient un apprentissage collectif où l'action locale compense partiellement l'absence de solutions immédiates. Les familles rurales sont confrontées à une réalité plus directement liée à la survie économique. L'eau conditionne les récoltes et chaque perturbation se traduit par une baisse potentielle des revenus. Dans ces zones, l'adaptation passe par la réactivation de savoir-faire anciens et par une entraide communautaire renforcée. Des solutions imparfaites, parfois temporaires, permettent de maintenir une activité minimale. Cette résilience discrète est rarement visible dans les indicateurs macroéconomiques, mais elle pèse lourd dans la capacité du pays à absorber le choc sans basculer. Un troisième public gagne une importance stratégique: les techniciens et ingénieurs locaux. Longtemps cantonnés à l'exécution de systèmes conçus ailleurs, ils deviennent des acteurs centraux de la transition. Leur expertise est sollicitée pour maintenir les infrastructures existantes, contourner les pannes et proposer des ajustements adaptés aux contraintes locales. Leur montée en responsabilité redéfinit la place du savoir technique dans la gestion des ressources. Ces publics n'ont pas les mêmes priorités, ni les mêmes marges de manœuvre. Pourtant, ils convergent sur un point essentiel: la souveraineté n'est plus une abstraction. Elle se vit dans des choix quotidiens, des compromis collectifs et une capacité partagée à tenir face à l'incertitude. La crise agit ainsi comme un révélateur social, mettant en lumière ce que chacun est prêt à faire pour préserver un équilibre déjà fragile. Sortir durablement de la crise suppose une séquence lisible, avec des responsabilités claires et des critères de suivi simples. Le premier pas est un audit ciblé des infrastructures hydrauliques existantes, mené par des équipes nationales. Avec un appui technique ponctuel, il doit identifier ce qui fonctionne encore, ce qui est obsolète et ce qui peut être réparé rapidement. L'objectif n'est pas l'exhaustivité, mais une base fiable pour décider sans naviguer à l'aveugle. La deuxième étape concerne le renforcement des capacités locales. Formeur et retenir des techniciens, ingénieurs et gestionnaires devient une priorité opérationnelle. Des programmes courts, orientés vers la maintenance et l'adaptation des systèmes en place, doivent primer sur des modèles importés lourds. Cette montée en compétences réduit la dépendance immédiate et raccourcit la chaîne de décision, condition essentielle pour réagir au choc.
Troisièmement, la coordination avec les acteurs communautaires doit être formalisée. Les comités de quartier et les coopératives rurales, déjà actifs, peuvent devenir des relais reconnus, à condition de disposer de règles simples, de moyens limités mais stables et d'un canal de dialogue direct avec l'administration. Cette reconnaissance réduit les frictions et améliore la distribution de l'effort sur le terrain. Quatrième étape, la coopération régionale pragmatique. Sans céder le contrôle, le Burkina Faso peut partager des données, des alertes et des bonnes pratiques avec ses voisins. Cette approche diminue les risques de tensions inutiles et renforce la crédibilité du pays dans les forums régionaux. Enfin, un système de suivi mesurable doit être mis en place. Accès à l'eau, délai de réparation, stabilité des prix. Quelques indicateurs suffisent pour ajuster la trajectoire. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'est plus seulement associé à la rupture initiale, mais à la capacité de transformer une décision risquée en processus gouvernable et d'évaluer dans le temps. Revenir au point de départ, c'est se souvenir des canaux d'irrigation réhabilités à la hâte, évoqués plus tôt, où quelques gestes précis ont permis de maintenir l'eau en circulation malgré la rupture du système central. Cette image résume la portée réelle du 10 octobre 2025. La décision d'Ibrahim Traoré a ouvert une faille visible, mais c'est dans cette faille que des capacités longtemps sous-estimées ont émergé, loin des discours officiels. Ce moment ne se réduit plus à un acte d'autorité, il devient un révélateur social et politique. Il montre comment une société réagit lorsque les certitudes disparaissent et que la dépendance, jusque-là silencieuse, devient tangible. Ingénieurs locaux, agriculteurs et habitants des quartiers urbains ont transformé une contrainte brutale en action concrète, souvent improvisée, parfois fragile, mais réelle. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît moins comme le seul maître d'œuvre que comme le déclencheur d'un mouvement plus large dont il ne contrôle pas tous les contours. La souveraineté cesse alors d'être un slogan abstrait. Elle se vit dans des décisions quotidiennes, imparfaites, prises sous pression, et dans la capacité collective à agir sans attendre une solution idéale. La phrase qui s'impose est simple et dure. La souveraineté commence quand l'attente s'arrête. Elle rappelle que le véritable basculement ne se joue pas uniquement au sommet de l'État, mais dans la manière dont une société entière apprend à tenir, à ajuster et à continuer malgré l'incertitude. Au terme de cette trajectoire, une certitude s'impose sans clore le débat. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse largement la fermeture d'une rivière. La décision initiale a mis en tension des équilibres hérités, révélé des dépendances invisibles et forcé des adaptations rapides, parfois coûteuses, parfois fécondes. Elle oblige surtout à sortir des lectures simplistes, oscillant entre condamnation immédiate et célébration sans nuance. Ibrahim Traoré a posé un geste qui agit comme un révélateur. Il expose la difficulté de juger une décision souveraine lorsque ses effets sont à la fois déstabilisants à court terme et porteurs de recomposition à plus long terme. Où placer le curseur entre sécurité immédiate et autonomie future? À partir de quand le coût devient-il insoutenable et quand devient-il un investissement collectif assumé? Ces questions ne concernent pas seulement le Burkina Faso. Elles résonnent dans d'autres sociétés confrontées à des héritages similaires, à des ressources vitales et à des dépendances techniques peu débattues. Observer, comparer, discuter sans slogan devient alors essentiel. Plutôt que de conclure par une réponse figée, l'enjeu est d'ouvrir un espace de réflexion. Comment évaluer ce type de pari politique? Quels critères devraient primer pour juger sa légitimité et ses résultats dans le temps? La discussion reste ouverte et c'est peut-être là que commence l'analyse la plus utile.